On commence tout de suite par des témoignages. Il y aura différents témoignages, à chaque fois un enfant, un jeune adulte et un adulte qui vous raconteront leur parcours, leurs difficultés, leurs espoirs et leurs victoires. On va commencer par le témoignage, c'est difficile de commencer, le témoignage d'Alexandre, si tu veux bien me rejoindre. Qu'on applaudisse, s'il vous plaît, encouragez-le. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, tu as quel âge ? 13 ans. Et tu es en quelle classe ? En 4e. En 4e. Alors, explique-nous, quel est ton trouble et quelles ont été les difficultés pour toi Alors, qui sont encore là aujourd'hui ? Donc, je suis dyspraxique visuospatiale et donc, du coup, j'ai beaucoup de difficultés dans l'écriture et dans tous les gestes. Alors, c'est quoi exactement la dyspraxie ? En fait, c'est un trouble des gestes qu'on effectue qui ne sont pas automatisés. Qu'est-ce qui est difficile, par exemple, pour toi à faire ? Par exemple, de manger, geste. ça peut être difficile. D'accord. M'habiller, c'est difficile. Écrire, c'est difficile. La vaisselle, je peux la casser aussi. Enfin, voilà, c'est pas... Et ça a été diagnostiqué quand ? À quel âge ? Quand j'avais 6 ans, 5-6 ans, je crois. Donc en CP, hein, à peu près ? Oui, à peu près en CP. D'accord. Qu'est-ce qui a été mis en place pour t'aider ? Au départ, j'ai eu quelques aménagements, mais j'ai pas eu forcément une compréhension de certains professeurs. Mais en ce moment, j'ai des photocopies et des tiers-temps. Quelle a été l'évolution, donc, puisque ça a été diagnostiqué en 6e, aujourd'hui tu es adolescent. Est-ce que tu as vu, toi, l'évolution ? Très peu. Mais mes gestes sont toujours différents. Je fais des différentes choses, mais c'est toujours la fatigue qui arrive de plus en plus, surtout. Avec l'âge, on travaille de plus en plus et c'est très fatigant. Pas fini. Avec à la fin de la journée, les devoirs, je ne suis pas très capable de les faire. D'accord. Beaucoup de fatigue à la fin de la journée pour toi, beaucoup de concentration. Est-ce que tu utilises un ordinateur, par exemple, en classe ? Non, parce que je suis un peu gênée vis-à-vis des autres par rapport Je me sens un peu stigmatisée, en fait. C'est d'être différent. Des fois, les gens ne le perçoivent pas très bien et ça peut être gênant. Et pourtant, on t'a préconisé l'ordinateur ? On t'a demandé de l'utiliser ? On me l'a proposé. D'accord. Pas à l'école. Tu préfères ne pas l'utiliser pour ça ? Je commence à me poser la question, peut-être. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose pour les enfants qui sont comme toi, qui ont un trouble ? Quel serait ton message pour eux ? J'aimerais dire qu'il faut continuer et puis il faut croire en nous, même si des fois les notes ne reflètent pas forcément ce qu'on est. Il faut continuer à se battre et pas croire et continuer à être différent et à l'assumer. Tu as des copains quand même à l'école ? Oui. D'accord. Oui. Et tu fais exactement ce que font tous tes copains, malgré tout ? Oui, même si je peux pas faire par exemple de foot, de choses comme ça, j'ai des difficultés, mais je peux faire comme tout le monde. Il faut signaler aussi qu'avoir un trouble, ça ne veut pas dire être moins intelligent. Non. Hein, au contraire. C'est pour ça que je dis souvent que j'ai la tête qui va plus vite que les mains. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, on l'applaudit. On accueille maintenant une autre jeune fille, Apolline, qui va faire doucement pour arriver. Applaudissez-la aussi. On la laisse s'installer. Bonjour Apolline. Bonjour. Alors, quel âge as-tu ? J'ai 11 ans. Et en quelle classe es-tu ? Je suis en 6e. Alors explique-nous comment s'est passée ta rentrée. Plutôt difficilement parce que dans ma classe, j'avais aucune amie. Et, tu es en quelle classe ? En 6e. D'accord. Et le premier jour, j'avais pas amené mon ordinateur. Du coup, j'étais un peu comme tout le monde. Mais le lendemain, quand je l'ai amené, tout le monde me regardait bizarrement. Et j'étais un petit peu... Tu étais un petit peu mis... tu te sentais un petit peu seule. Oui. Explique-nous quel est ton trouble. Moi, je suis dyspraxique avec une précocité verbale. D'accord. Donc, tu as besoin effectivement d'ordinateur. Oui,
parce que je suis dyspraxique, c'est comme a expliqué Alexandre, c'est en fait je suis très maladroite, parce que 10 c'est pour difficile et praxique c'est le geste. Et du coup, il y a plusieurs sports à l'école que je ne peux pas faire. Et écrire, pour moi, ça me demande beaucoup d'efforts. Du coup, on m'a donné un ordinateur pour travailler. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes faire ? J'adore dessiner et chanter. Alors, est-ce que c'est facile pour toi de dessiner ? Non, parce que du coup, ça m'empêche un peu de vivre ma passion, parce que je suis vite fatiguée au bout d'un dessin et ça m'énerve beaucoup. D'accord, donc c'est ta passion, mais malheureusement pour toi, ça te demande plus d'efforts. Oui. Peut-être qu'avec l'outil informatique, tu pourras dessiner plus facilement aussi. J'ai essayé, mais j'y arrive pas trop. Et qu'est-ce que tu détestes ? Je déteste mon ordinateur. Dommage. Oui. Et si toi, tu avais un message d'espoir à donner aussi aux adultes, comme aux enfants qui sont ici, ce serait quoi ? Ce serait d'assumer les différences et de ne pas essayer de changer, même si on vous critique ou quelque chose comme ça, parce qu'il y aura toujours des imbéciles qui feront ça. Est-ce que toi, tu as entendu beaucoup de critiques ? Oui, mais quand j'étais plus petite. Et au fil des ans après, les adolescents sont moins critiques, tu crois ? Pour l'instant, j'en ai pas trop entendu. Il y en a toujours qui disent n'importe quoi. Il y en aura toujours. D'accord. Je te remercie beaucoup, Apolline. Va te rasseoir. On va passer au témoignage de Christelle. Je ne sais pas où est Christelle. Bonjour Christelle. Christelle qui a 25 ans, je crois. Oui. C'est ça. Voilà, qui va nous raconter son parcours personnel. Là, je ne te poserai pas de questions. Je te laisse parler. Donc moi, je vais vous raconter mon parcours, en effet, plus après la vie, après le bac, donc au début de la vie active. Donc déjà, jusqu'au bac, j'ai réussi à avoir des aménagements. Bon, c'était pas facile, mais on a réussi à les avoir. Et après le bac, toutes les aides que j'ai eues, c'est simple, il n'y a aucune aide. J'ai, donc après mon bac S, fait une prépa kiné. Donc pendant l'année, on avait expliqué que j'avais des difficultés, que j'étais dyslexique, que j'avais besoin de tiers-temps, d'aménagement et tout. Ils ont dit oui, vous inquiétez pas, on a l'habitude, on connaît, il n'y a pas de souci. Et à la fin, quand il a fallu passer les concours, j'ai eu un tiers-temps dans certains concours, donc pas tous encore. Et la plupart du temps, c'était dans la même salle que les autres participants. Du coup, pour se concentrer, c'est pas du tout évident. Donc, résultat, j'ai eu aucun concours. Je n'ai pas réussi. Donc, l'année d'après, j'ai fait une année en réflexologie plantaire. Là, pareil, on était allé voir les professeurs en leur expliquant. Ils ont dit, comme d'habitude, on a l'habitude, vous inquiétez pas. Et à la fin, lors des concours, pareil, un tiers-temps, enfin même pas un tiers-temps, j'ai eu un peu de temps supplémentaire, c'est-à-dire le temps de la pause des autres. Donc voilà, j'ai été au rattrapage. Au final, j'ai eu mon diplôme en réflexologie. Donc. Après, en même temps que je faisais ma formation, j'ai travaillé en tant que serveuse. On peut dire que le travail, ça m'a jamais fait peur. Enfin, j'ai toujours dû travailler plus, fournir plus d'efforts pour arriver au même résultat. Donc, je sais ce que veut dire travailler, quoi. Ça, il y a pas de souci. Donc, l'année dernière, avec mon compagnon, nous avons créé une société. On fait la location de bateaux et balade en mer. Donc, on a déménagé et on fait quelque chose qui nous plaît. On est sur l'eau toute la journée, on profite et on est au contact des gens. Et voilà. Après, durant l'hiver, donc, je continue toujours la réflexologie plantaire. Je pense même que pour ça, ma dyslexie, c'est ma force, car j'ai un ressenti différent. Je suis plus sensible, j'ai des très bons résultats, on va dire. Donc, dans ces deux métiers, personne ne voit ou ne juge mes difficultés, car elles ne se voient pas. Et par contre, j'ai beaucoup de paperasse, de mails à faire ou des choses comme ça.
Donc c'est sûr que c'est pas facile, mais vu que je suis ma propre matrone, on peut dire que j'ai le droit de mettre un peu plus de temps que d'autres personnes. Donc s'il y a quelque chose que je voudrais soutenir, c'est qu'on a quand même une aide, et certainement la plus importante, c'est celle de notre entourage. Donc tous les gens qui nous entourent, qui nous soutiennent, qui sont là coûte que coûte et qui nous poussent à avancer. Donc merci à tous ces gens. Merci aussi aux gens qui n'ont pas cru en nous, qui nous ont fait douter. Car grâce à eux, on avait la rage, on avait envie de se battre et de leur montrer qu'ils avaient tort. Donc grâce à eux aussi, on a avancé. Donc merci à tout le monde et surtout, continuons tous ensemble à avancer. C'est vrai que, comme le dit Christelle, souvent ces enfants ont une sensibilité, je ne dis pas exacerbée, mais beaucoup plus importante, hypersensible, beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition que les autres enfants n'ont pas, ou moins en tout cas. Donc c'est une grande force. On accueille maintenant Pascal, qui doit être dans la salle. Merci Pascal. Vous voyez, on a toutes les générations. Qui va témoigner pour nous, et c'est pas facile pour lui parce qu'il voulait pas au départ, donc c'est très courageux à lui. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 52 ans. Je me présente devant vous parce que j'ai la chance d'être dyslexique. J'ai bien dit chance par rapport à ce que j'en ai fait. J'étais un enfant pas bête, jugé comme un peu avec un poil dans la main. Ils peuvent mieux faire. Les gens pensaient que j'étais un peu fainéant. J'avais beaucoup de mal à apprendre, à retenir les choses. Donc, je leur donnais un sens, de la logique. Par exemple, pour une récitation, pour la retenir, je donnais des images de toutes les scènes et à tout le texte. Ainsi, je m'étais créé un premier outil. Vient ensuite la création de bien d'autres outils. J'étais devenu un inventeur d'outils pour ce que je voulais mettre dans ma tête. Pour le mot support, avec 2 gens, m'y tient mieux. J'ai mis des années pour intégrer le fait que quelque chose de rigide veut dire que cette chose est dure et pas molle. Cette chose rigide est donc raide, R et R, et non pas R et M. Enfant, je jouais beaucoup à inventer des choses que moi seul comprenais. J'aimais écrire, mais c'était plein de fautes d'orthographe, de grammaire. J'ai réussi mes études juste comme il faut, sans de grands ni de mauvais résultats. J'ai commencé à travailler dans l'industrie, et plus particulièrement dans le dessin industriel. Je réalisais des plans. Et oui, le dyslexique a la particularité d'avoir une très bonne vision dans l'espace. Donc, je dessinais des plans de machins, de trucs pour l'industrie, puis des trucs pour le nucléaire. Après l'armée, je dessinais des plans pour l'industrie chimique et après pour le domaine pharmaceutique, la biotechnologie et encore bien d'autres industries, avec des plans plus grands, des études plus complexes, et tout ça dessiné avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Toujours dans l'espace, mais avec des ordinateurs. Moi, j'avais toujours ma propre fusée. Mais si, c'est vrai, j'ai une fusée, qui n'est pas de garder les 2 pieds dans le même sabot. Ma fusée était d'avancer, de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. J'ai obtenu des postes de responsabilité, des dossiers plus complexes et des dossiers en dehors de la France, dans le monde entier. Qui dit international dit parler anglais. Je n'avais pas fait d'anglais depuis longtemps. L'anglais que j'avais étudié à l'école était une des choses que j'avais très vite oublié, car je n'étais vraiment pas fort. Une langue que j'aimais, mais impossible de la faire rentrer. L'associé me donne une formation d'anglais. Pour moi, c'était très difficile. Des profs très bien, mais d'énormes difficultés pour apprendre. Ma bête noire était là. Lors des cours, j'arrivais des moments à un tel niveau de fatigue que je mélangeais tout. Et un jour, ma prof me dit « Vous êtes dyslexique ». Une personne m'avait déjà dit ceci, du fait que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc je suis allé voir une orthophoniste, passer tous les tests, on eut pour résultat que j'étais bien un dyslexique. Ainsi, à l'âge de 40 ans, mes difficultés portaient un nom. Et cette batterie de tests a mis en évidence mes points de difficulté passés. J'ai fait des séances d'orthophonie pendant 1 an. Je suis passé de 50 fautes sur une feuille à 5 fautes. J'ai fait beaucoup d'exercices pour exercer ma mémoire immédiate, mais j'ai beaucoup de difficultés pour retenir les choses. Si un collègue me parle avec une phrase trop longue dans laquelle il y a beaucoup de choses à retenir, je ne retiendrai que la dernière. Alors je lui demande de répéter pour éclaircir certains points, ou de reformuler, ou je reformule, ou je répète moi-même, ou s'il y a un écrit de ce qu'il a dit, qu'il me le donne. Voici des outils. J'ai mis plein d'outils en place pour arriver à vaincre mes difficultés.
Mais l'outil principal reste le travail, la combativité, l'effort permanent. Je me suis épuisé par moments sur certaines difficultés. Le chemin que je prenais n'était pas le bon, alors j'en prenais un autre. Un de mes plus grands inconvénients, c'est que j'ai fait tout ceci tout seul, du fait d'une dyslexie, j'ai toujours du mal à le dire, dyslexie découverte très tard. Il y a un an, je me suis attaqué à mon Himalaya, qui est l'anglais. J'ai de nouveau obtenu une formation d'anglais par ma société. Aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé, mais ceci grâce à l'encouragement d'une orthophoniste. Des tests chez un orthoptiste, études personnelles sur le type de mémorisation que je mettais en place, regarder certains aspects de l'hypnose, du son avec les fréquences et les bandes passantes. Beaucoup de recherches personnelles sur le mode de mémorisation de cette langue et les modes d'approche pour l'apprendre. J'ai pris des cours avec un prof qui n'a jamais vu de sa vie une personne qui avait une telle hargne et volonté. Je lui ai expliqué que ma volonté est seulement proportionnelle à ma difficulté. Dans ma société, où j'occupe un poste de cadre dans un service achat à l'international, je travaille que sur des dossiers en anglais. Ma difficulté est très importante. Mes collègues savent que je suis dyslexique et se rendent compte de l'immense travail fourni pour apprendre cette langue. J'ai 52 ans. Je vis avec plein de cannes que les gens ne voient pas. Mes cannes sont mes outils de la vie, mes petits machins à moi. Et des machins, j'en ai une grosse valise. Mais surtout, je ne baisse pas les bras. Merci Pascal. On remercie Apolline, Alexandre, Christelle et Pascal. C'était courageux, merci à vous pour cette première. On accueille maintenant Nicole Philibert, qui va vous faire une présentation sur les répercussions des troubles 10. Juste. Je crois que c'est ça qu'il faut se entendre en premier, c'est qu'un trouble 10, ça dure toute la vie. Et je remercie vraiment Christelle et Pascal d'avoir témoigné. On a l'image d'un trouble 10 qui disparaît en grandissant. Et on ne se rend pas compte des difficultés à l'âge adulte. Et surtout, les adultes sont peu diagnostiqués à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui le sont et qui s'ignorent 10. Et ça leur pose des problèmes tous les jours, dans tous les moments de la vie. Alors, on va essayer de voir ensemble les répercussions d'un trouble 10. C'est pas marrant d'être petite non plus. Allez, on y va. Pourquoi ça? Alors, on va faire un petit exercice tout ensemble. Vous allez lire tranquillement les 2 lignes. Allez-y, je vous écoute. Et après? Pourquoi vous avez lu ça facilement? Pourquoi? Parce que votre cerveau a automatisé que la ligne du haut, c'était des lettres, et votre cerveau a automatisé que la ligne du bas, ce sont des chiffres. Votre cerveau n'a fait aucun effort. Pourtant, il y a quelque chose de très spécifique dans ces 2 lignes. Est-ce que vous avez remarqué? Voilà. Le 13 et le B sont dessinés de la même façon. Votre cerveau ne s'est pas arrêté à ça. Pourquoi? Simplement parce qu'il a automatisé. Vous avez une fluidité. Maintenant, on va faire un autre petit exercice. On aime bien faire des exercices. Avec votre pied droit, vous allez faire des petits ronds comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez-y. Ça y est, tout le monde fait des pieds, fait des ronds. Maintenant, avec votre main droite, vous allez tracer un 6. Vous allez tracer un 6, voilà. Et que fait votre pied? Bizarre, hein, ce truc, hein? Alors, est-ce qu'on connaît si bien son cerveau que ça? Est-ce qu'on est capable de maîtriser son cerveau comme on le veut? Parce que les personnes qui n'arrivent pas à faire des choses, eh ben peut-être que c'est leur cerveau aussi qui n'arrive pas à le faire. Donc, ça ne sert à rien de leur faire remarquer d'une façon plus ou moins désagréable qu'elles soient capables de faire des choses, alors que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Puis maintenant, on va faire un petit peu de lecture. Alors, ça va être très rapide parce que le temps passe. Chronométré. Allez-y, lisez. Allez, je vous écoute. Et puis, vous répondez à la question en bas. Et on se dépêche parce que c'est quelque chose qui est du niveau du CE1, CE2, CM1. Ça y est? Vous avez répondu à la question? Alors, est-ce que vous n'êtes pas très intelligent ou est-ce que vous êtes moyennement intelligent ou est-ce que vous êtes très intelligent? Comment vous sentez-vous
Quand vous êtes face à un exercice comme ça, parce que qu'est-ce que vous préférez? Le lire comme en bas ou comme en haut? Comme en bas. Pourquoi? Parce que votre cerveau a automatisé une certaine façon de lire. Et ça ne lui cause aucun effort. Tandis qu'en haut, votre cerveau est obligé de faire des efforts. Il n'a pas automatisé. Et c'est ça. Les troubles 10, c'est ça. Si on veut résumer en quelques mots, c'est une maladresse qui nous perturbe toute la vie parce qu'il y a des choses qu'on n'automatise pas. Alors, chaque fois que vous êtes confronté à quelqu'un qui est 10, rappelez-vous un petit peu ces exercices que vous avez faits pour vous dire, peut-être que ce n'est pas de sa faute s'il est 10, c'est dans son cerveau qu'il n'a pas automatisé certaines choses. Son cerveau refuse d'automatiser. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est l'organe qui est le plus complexe, qui a jamais été produit dans l'histoire du vivant. Il y a très souvent le cerveau, on se le représente avec la première image, vous savez, quelque chose de très simple. Alors qu'on a entre 90 et 100 millions de neurones dans notre cerveau qui chacun font des connexions. Notre cerveau, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre, de nous adapter et d'agir sur notre environnement. Et quelquefois, le cerveau, c'est aussi quelque chose où on s'est aperçu, c'est une véritable mosaïque, notre cerveau. On a différentes zones dans notre cerveau qui sont adaptées pour une fonction très précise. Par exemple, on a l'aire du langage oral, on a l'aire visuelle, etc. Il suffit d'avoir un petit dysfonctionnement dans une de ces zones pour qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Mais ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas nous qui ne voulons pas. C'est qu'il y a au départ quelque chose qui fonctionne différemment. Et c'est ça. Les troubles 10, ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui entravent les apprentissages dans un ou plusieurs domaines. Au départ, vous avez quelque chose qui se passe ici, au niveau neurobiologique. Il y a un petit dysfonctionnement. Ça entraîne des difficultés spécifiques dans un domaine précis. Et nous, ce qu'on voit, ce sont les répercussions de ces troubles lors de l'écriture, lors du calcul, lors du geste ou lors de la parole. Et ça forme un handicap invisible. Voilà. Ce sont des véritables situations de handicap qui sont encore peu reconnues. Il ne faut pas dire les troubles 10, ah oui, je connais, c'est quelqu'un, il confond les lettres. Non, pas du tout. Il faut aller chercher d'une façon plus profonde. Il faut s'interroger quand quelqu'un a des problèmes. De toute façon, on peut confondre les lettres pour tout un tas de raisons qui ne sont pas liées aux troubles 10. Donc, à l'heure actuelle, quand on vit en société, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans une époque plus ancienne, on n'avait pas besoin de tout ça. On n'avait pas besoin de savoir lire d'une façon fluide. On n'avait pas besoin de savoir écrire. Mais maintenant, on en a besoin pour vivre en société. Il faut qu'on sache communiquer, il faut qu'on sache lire, il faut qu'on sache écrire, il faut savoir compter et surtout, il faut être réactif. On nous demande de plus en plus d'être réactif, de vivre à 100 à l'heure. Alors que quand on a un trouble 10, on a des difficultés de compréhension, on a des difficultés de transcription, de rédaction, on a très souvent une dysorthographie qui reste avec l'âge. Puis surtout, on a une lenteur parce que les circuits, c'est un petit peu quand vous prenez une autoroute. Vous allez d'un point à l'autre d'une façon très rapide. Quand vous avez un trouble 10, quelquefois, vous ne pouvez pas prendre cette autoroute-là. Vous prenez des routes de campagne pour aller à ce même point. Mais ça ne vous empêche pas d'aller dans une autre autoroute, sur une autre autoroute, pour aller dans une direction totalement différente. Dans un certain domaine, vous avez un manque d'automatisation. C'est ce manque d'automatisation qui va pénaliser. Donc les retentissements d'un trouble 10, c'est vraiment plus de temps qui est demandé à la personne pour comprendre, pour réagir. Il faut être patient et calme. Ça ne sert à rien de s'énerver, parce que quand on s'énerve, on retransmet notre énervement à la personne. Il faut plus d'attention pour elle aussi. Il faut surtout qu'elle rencontre des gens qui soient beaucoup plus compréhensifs par rapport à son trouble. Alors les troubles 10, est-ce que ça va être un cercle vicieux? Voilà. Je vais vous donner 2 exemples. Ah ben c'est parti. Voilà. Vous avez exactement la même élève. À droite, un devoir d'histoire qui a été fait en première, S. Il n'y a eu aucun aménagement. L'enseignante qui était refusait de considérer que cet élève avait un trouble 10. Vous pouvez remarquer l'écriture. L'écriture, elle n'est pas très jolie.
et le nombre de fautes d'orthographe. Pourquoi? Parce que cette élève, elle était continuellement stressée dans cette matière. De l'autre côté, vous avez la même élève qui a fait une copie dans une autre matière. L'enseignante était bienveillante et elle avait mis au point tout un tas d'aménagements pédagogiques. Elle lui donnait par exemple ses cours à l'avance, sur clé USB ou par Internet. Vous voyez la différence d'écriture. Vous voyez en fonction de notre environnement comment on peut se sentir bien ou se sentir mal. C'est ça le trouble 10. Il va s'exprimer plus ou moins fortement en fonction de l'environnement. Voilà, on avait caché le nom. Voilà. Donc, est-ce que les troubles 10 doivent être un cercle vicieux? Parce que si au départ, on ne fait pas attention au langage oral, à la lecture, à l'écriture et au calcul, et qu'on ne mette rien en place pour aider les enfants à surmonter leur situation de handicap, on va arriver dans un cercle vicieux. Parce que les enfants vont être continuellement confrontés à leurs troubles. Donc, ils vont être en rébellion parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi c'est si difficile pour eux. Donc, on peut arriver à des troubles de la personnalité. On peut avoir un sentiment d'infériorité qui s'installe continuellement. Des conflits avec l'environnement, un complexe d'échec et des troubles de la scolarisation. Et c'est un cercle continuel qui s'installe. Ou autrement, on peut faire un cercle heureux. Et ça, je remercie Betty Bouchoucha, c'est elle qui a créé ce cercle heureux, parce que quand on met en place des succès scolaires par des aides lors du langage oral, de la lecture, de l'écriture et du calcul, quel que soit le niveau scolaire, ça permet une construction de la personne. Ça permet d'avoir une estime de soi positive, ça permet d'avoir des relations sociales qui s'apaisent, ça permet d'avoir un sentiment de compétence et ça permet surtout d'avoir un parcours scolaire qui est réussi. Qui dit parcours scolaire réussi, dit une inclusion dans la vie active, pas toujours facile parce que Christelle en a témoigné, mais qui est déjà facilité. Donc vraiment, les troubles 10, c'est un choix de chacun, soit on peut en faire un cercle vicieux, ou soit on peut en faire un cercle heureux. Et c'est ça qui est très important, c'est que nous avons tous, mais vraiment tous, un impact sur le fonctionnement du cerveau des autres. Que l'on soit parents, avec les réflexions que l'on fait à nos enfants le soir, que l'on soit enseignant, que l'on soit professionnel de la rééducation, que l'on soit simple voisin, que l'on soit un élu, quiconque, nous avons tous des répercussions sur le fonctionnement du cerveau des autres. Et je pense que les troubles 10 sont une façon de voir comment on peut fonctionner tous ensemble d'une façon beaucoup plus sereine, si on fait attention aux autres et à ne pas les blesser. Parce qu'on blesse tous, autant qu'on est des millions d'adultes, on est tous en train de blesser des millions d'enfants et de ne pas les aider à se construire, alors que tous ensemble, on peut les aider à se construire. Voilà. Donc vous allez voir qui est concerné par les troubles 10. Donc, moi, je vous remercie de votre attention. Et puis, il y en a une autre. Il faut vous rappeler que tous les 10, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de talent. On va passer aux questions-réponses. Je suppose que vous avez plein de questions à poser. Il y a parmi nous le docteur Revol du centre de référence, neuropsychiatre et pédopsychiatre, Catherine Adoyom de l'Éducation nationale, responsable départementale du SAPAD, le service d'assistance pédagogique à domicile, inspectrice à l'Éducation nationale également. Je vais leur demander de me rejoindre. Merci Catherine. Et monsieur Revol qui arrive, ainsi que Nicole qui reste avec nous. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au micro. Vous avez une touche MIC, M-I-C, pour faire actionner votre micro. Et on vous écoute. C'est toujours la première question qui est difficile. Qui va la poser ? Oui, je voulais savoir quels sont les dispositifs de prise en charge au niveau de la MDPH. On va les appeler ?
peut-être dire qu'en termes de compensation, c'est-à-dire que la MDMPH, donc Maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées, puisque vous savez que dans le Rhône, voilà comment elle est organisée, je ne vais pas parler à leur place, mais à partir du moment où effectivement le trouble est avéré et la situation de handicap est reconnue, il peut y avoir différentes compensations. Ça peut être de l'ordre de l'orientation. Vous avez tous entendu parler des unités localisées pour l'inclusion scolaire, que ce soit dans le premier degré ou ensuite au collège ou au lycée. Donc voilà, en termes d'orientation. Ça peut être aussi en termes de compensation humaine, c'est-à-dire qu'il y a un auxiliaire de vie scolaire auprès de l'élève. Ça peut être en termes de matériel pédagogique adapté. Voilà, ce sont les compensations qui sont ordonnées par la MDMPH sur notification et que l'éducation nationale se doit de mettre en place à partir du moment où les élèves sont reconnus en situation de handicap. Juste devant vous. Oui. Merci. Voilà, je suis donc AESH, donc groupe scolaire Nové-Josserand, et donc je vois qu'il n'a pas été encore trop été abordé. Donc l'accompagnement scolaire, là je suis donc mutualisée sur 4 enfants. 2 sont notifiés MDPH. Il n'y a pas de dotation horaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Donc c'est à nous de voir si l'enfant, etc. J'en ai 2 dans une classe. J'ai 2 enfants auxquels je dois apporter mon aide. Et ça, c'est pas au niveau de la compétence que ça me met en difficulté, mais c'est au niveau des enfants, de leur ressenti. Quand j'en aide un, l'autre va ressentir comme un délaissement. Et quand je suis avec l'autre, il y a aussi ce ressenti. Et en plus, il y a ce détachement sur une autre classe qui fait que les enfants s'y retrouvent plus vraiment. Ils ont l'impression d'être délaissés, alors que nous, voilà, on est là, on essaye aussi de faire fonctionner des aménagements, on en fait référence aussi donc aux enseignants quand on pense que c'est nécessaire. Le tiers-temps, des fois on le propose, des fois on essaye de l'imposer. C'est vrai que c'est un petit peu difficile. Bon, là c'est de l'élémentaire. Par la suite, je vois que ça devient encore plus compliqué. Donc là c'est vrai que je ne saisis pas, d'autant plus que, à savoir, les AESH, donc ex-AVS, sont très peu estimés. On trouve très peu de... On ne les valorise pas, on ne valorise pas leur travail. C'est mon ressenti, voilà. Donc, quid ? C'est votre ressenti, mais ce n'est pas la reconnaissance que l'éducation nationale tente de vous renvoyer, parce qu'effectivement, nous avons ô combien besoin, vous êtes ô combien précieuse pour accompagner les élèves. Après, tout est une question, donc j'abordais la question de la notification. Elle répond, cette notification, aux besoins des élèves. Nous mettons en œuvre, effectivement, les notifications qui nous viennent de la MDMPH. Donc, à partir du moment où il y a eu l'étude du cas de l'élève par l'équipe pluridisciplinaire, qu'ensuite la Commission des droits et de l'autonomie a statué qu'il y avait un besoin d'aide mutualisée, eh bien, effectivement, il faut l'expliquer, effectivement, aux élèves, ça c'est bien entendu, notamment au cours des équipes de suivi de scolarisation, et que ce soit inscrit dans la mise en œuvre du programme personnalisé de scolarisation. En sachant quand même que les élèves ne sont pas présents aux ESS, les enfants ne sont pas présents, et ils peuvent venir. C'est pas notre travail de nous-mêmes faire la démarche quand ils viennent, surtout d'être dépistés, de les sensibiliser à leur handicap. Après, les valoriser, certes, oui, ça on le sait, mais pour certains, c'est très difficile. Pour moi, en tout cas, voilà, je suis pas là pour sensibiliser l'enfant. Mais j'ai envie de dire, vous n'êtes pas seul. Enfin, après, je passerai bien sûr la parole au professeur Revol, mais moi, il me semble que dans cette affaire-là, en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui fait la force, c'est qu'on est ensemble, voilà, autour d'un élève, et que du coup, et là, on va passer en sous-effectif très bientôt. C'est pour ça que je tire un petit peu la scène d'Alain, en sachant que quand même, voilà, au niveau des recrutements... Bah, écoutez, on vous a bien entendu, merci madame. On va passer à une autre question, sauf si monsieur Revol veut intervenir là-dessus. Non, je pense que d'abord on vous remercie de votre présence. C'est vrai que les enfants adorent l'AVS, l'ex-AVS, que bien entendu vous êtes en train de déplorer le fait que vous êtes trop souvent mutualisés
et moins souvent individualisé, mais en même temps, bon, d'abord, c'est des contraintes, j'imagine, budgétaires, d'une part, et puis d'autre part... Alors là, excusez-moi, mais je vous assure que pas forcément. Ça répond vraiment aux besoins de l'élève, et que, en ce qui concerne l'autonomie, enfin, je tiens quand même à le souligner, c'est qu'on travaille énormément et en étroite collaboration avec les MDMPH, et que ce n'est absolument pas une question de moyens, parce que je peux vous dire que le nombre de recrutements est pléthorique et qu'on répond vraiment le plus possible aux besoins des élèves, j'insiste. Et puis, en même temps, simplement, c'est aussi important pour l'enfant que vous soyez là, et puis que de moment vous soyez moins là et moins disponible pour lui. Parce que, comme vous le disiez très justement, on est là pour les amener vers l'autonomie. Et les trois témoignages qu'on a eu avant étaient remarquables, hein, c'est-à-dire que notre mission, c'est pas qu'un jour, l'enfant, on lui a tellement enlevé toutes les bosses qu'il ne saura jamais ce qui est dans les bosses. Donc le but du jeu, c'est aussi de l'amener progressivement, mais sans douleur, à pouvoir acquérir des fonctions cognitives qu'il n'a pas pour l'instant, éviter que ces fonctions cognitives qui sont en difficulté, comme on l'a montré tout à l'heure, retentissent. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Nicole Philibert avant, c'est-à-dire qu'on a vraiment cet effet domino, hein, où il y a le domino neurologique qui fait tomber le domino réussite scolaire, qui fait tomber le domino estime de soi. Donc notre mission, c'est ça, votre mission, c'est ça, qu'à un moment donné, on le remette un peu à égalité avec les autres. Alors oui, je déplore comme vous que parfois c'est difficile quand ils vous voient vous occuper de l'autre et que vous êtes moins disponible, mais déjà c'est tellement mieux que ce qu'on a pu connaître auparavant que... Merci. Une autre question peut-être ? Bonjour, mon fils en fait est dyspraxique avec un trouble de l'attention. Récemment on m'a dit que ce serait bien de le mettre sous Ritaline. J'ai un peu de réticence. Je voulais savoir comment ça se passait et surtout comment ça évoluait dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'il devra toujours avoir recours à ça ou est-ce qu'il arrivera à s'en passer, voilà, parce qu'actuellement il est beaucoup dans le refus de ce qui lui arrive. Ça fait 2 ans en fait qu'on a diagnostiqué la dyspraxie, on a mis en place un certain nombre de prises en charge. Il est dans le refus de ses prises en charge, il est dans le refus justement de son EVS, parce qu'il y a des fois en classe, les autres enfants peuvent travailler par 2, mais lui, du coup, il travaille avec son EVS. Les temps de devoirs sont très compliqués. Et c'est vrai que moi, je m'épuise un peu. Donc voilà, je suis dans une période où je suis un peu à la croisée des chemins et je ne sais pas ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Oui, alors vous posez un problème qui est très important, et merci de votre question. Les troubles 10 et les troubles d'attention font bon ménage, malheureusement. C'est-à-dire que très souvent, les enfants 10 ont également un trouble d'attention, pas tous, mais le problème, c'est que le trouble d'attention et le trouble 10 s'entrechoquent, et l'enfant s'épuise à contrôler son trouble 10, que ce soit une dyspraxie, donc une maladresse globale, ou une dyslexie, une difficulté avec le langage oral ou écrit, ou une dyscalculie, et que le trouble d'attention ne lui permet pas d'être assez disponible pour mettre en place les aménagements par rapport à sa maladresse. Alors après, votre question qui est est-ce qu'il faut le traiter ou pas le traiter, il y a eu des recommandations françaises de la Haute Autorité de Santé en février 2015 qui disent le trouble d'attention, d'abord on doit mettre en place des aménagements pédagogiques, des aménagements familiaux, une reconnaissance de l'école, du temps, une aide humaine, individuelle ou partagée. Et ce n'est que dans un deuxième temps, si tous ces aménagements ne sont pas suffisants, que vous pouvez vous retourner vers un service expert, un spécialiste, pour voir si on doit donner le traitement ou pas. Ça, c'est la première partie de votre question. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce qu'on a un trouble d'attention qu'il faut traiter, même si le trouble d'attention est avéré. Par contre, il faut s'assurer que ce trouble d'attention a été bien compris, repéré, comme tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, et reconnu par l'éducation nationale. Ensuite, vous posez la question qui est aussi très importante, c'est jusqu'à quand ? Malheureusement, je vais vous répondre, un trouble d'attention, c'est un trouble 10. C'est pas dyslexique, qui n'est pas l'hémisphère gauche qui va pas bien, c'est pas dyspraxique, l'hémisphère droit, c'est dysexécutif, c'est-à-dire la capacité à filtrer les distracteurs, à se mettre en place à une activité, à la planifier, à revenir dessus si elle n'est pas bonne et à l'amener jusqu'au bout. Donc c'est aussi un trouble 10 qu'on va garder toute sa vie, mais comme tous les autres troubles 10, et comme les témoignages nous l'ont montré tout à l'heure, on va apprendre à vivre avec. Et non seulement on va apprendre à vivre avec, mais j'ai bien aimé le témoignage de Pascal, c'est qu'on va en faire une force aussi. C'est-à-dire qu'on va se débrouiller pour que cette
difficulté qu'on avait quand on était plus jeune à faire une chose à la fois et pas être tout le temps parasité, peut devenir un atout dans un métier où il faudra beaucoup bouger. Il y en a beaucoup dans la restauration, il y en a beaucoup dans les médias et dans d'autres métiers de ce type-là. Donc, aussi, comme le disait Pascal, ça peut être une chance. Pour l'instant, c'est un peu un handicap, tant que ce n'est pas repéré. À partir du moment où c'est repéré, compris par l'environnement, mais aussi compris par l'enfant, eh bien, ça le réconcilie avec l'école et ça le réconcilie avec ses enseignants. Le traitement n'est pas indispensable. On va terminer avec une question de Florian, parce que l'heure tourne et il va y avoir la deuxième conférence. Vas-y, pose ta question, je te mets le micro. Pourquoi je suis 10 mais pas mes amis? Pourquoi il est 10 mais pas ses amis? Je connais pas tes amis, ils sont peut-être 10, tu sais. Et puis tu sais, 10, c'est pas... on est tous un peu 10 pour quelque chose. Et puis tu sais, tu le vois bien qu'un trouble 10, c'est invisible. Personne ne voit que tu es 10. Et tu sais pas du tout si tes amis, ils n'ont pas aussi des particularités, mais qui ne sont pas dites. Et puis tu as entendu ce que disait l'adulte tout à l'heure, Pascal, qui disait que ça avait été une chance pour lui d'être 10. Alors pour l'instant, tu ne le vois pas comme une chance, mais tu verras quand tu seras grand que... Surtout maintenant, hein, tu vois, surtout à l'âge que tu as. Je pense qu'au siècle dernier, ce n'était pas la même chose. Mais maintenant qu'on a repéré à temps, c'est une différence. Tu vois, ce n'est pas une maladie, c'est une différence. Et ça sera à toi d'en faire un tremplin. Hein. Pour l'instant, c'est un peu un obstacle à l'école, mais ça ne le sera plus tard. Encore une dernière question, on a le temps juste pour une dernière. Là, me dit-on. Oui, j'ai une question pour l'inspectrice de l'Éducation nationale. En fait, voilà. J'aimerais savoir si les décisions de la MDPH sont vraiment font force de droit. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'il est notifié qu'un enfant doit avoir 18 heures d'AVS, vous lui donnez obligatoirement 18 heures d'AVS? Généralement, oui, on s'évertue à pouvoir mettre en place les aménagements qui nous sont préconisés. Donc, tout à l'heure, je parlais de la réponse aux besoins des élèves. Je n'avais pas mentionné un outil qui est précieux, c'est le guide d'évaluation scolaire. C'est-à-dire que ce guide d'évaluation scolaire permet justement de mentionner les besoins de l'élève. Et voilà, notre souci, c'est de veiller à pouvoir mettre en œuvre les notifications au mieux de ce qu'elles peuvent l'être, voilà, avec la réalité parfois de ce à quoi nous pouvons être confrontés. Mais nous sommes tenus, oui, bien sûr. D'accord, merci. Merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les poser aux associations qui sont présentes. Le centre de référence aussi est présent. Vous avez plein de stands qui pourront répondre à vos questions. On va clôturer cette conférence parce qu'il y en a une autre qui arrive dans 10 minutes et que le docteur Revol est attendu ailleurs, juste à côté, pour les ados uniquement, je précise. Hein, les adultes ne sont pas conviés. C'est même interdit aux parents. Pardon ? C'est interdit aux parents. C'est interdit aux parents. Voilà, interdiction aux parents. Donc si vous avez des questions à me poser, les enfants et les adolescents, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. C'est juste à côté, en sortant sur votre droite. Voilà, merci d'être venus. Merci à tous. J'espère qu'on vous aura un peu éclairé. Whoa.